Deuxième cours de sémiologie digestive est toujours dans le cadre des signes fonctionnels. Donc le cours d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle les douleurs abdominales. Vous avez fait des signes fonctionnels de la pathologie œsophagienne. Vous avez fait des troubles du transit, constipation et diarrhée. Aujourd'hui, on fera des douleurs abdominales. Après le 5 juillet, on fera ce qu'on appelle les hémorragies digestives. D'accord? Les douleurs abdominales est un signe ou un symptôme, signe fonctionnel ou un symptôme extrêmement fréquent en pathologie gastro-intestinale et pathologique. C'est l'un des motifs, sinon le motif le plus fréquent pour lequel les malades consultent, soit dans des structures de santé ou bien chez des médecins privés. D'accord? Donc vous devez connaître, ou vous devez apprendre à faire le diagnostic d'une douleur abdominale. Donc c'est un signe qui est extrêmement fréquent, c'est un motif de consultation très courant. On va tout d'abord définir ce que c'est une douleur abdominale. Une douleur abdominale est un motif très fréquent de consultation de pathologie gastro-entérologique, c'est-à-dire pathologie de l'estomac et de l'intestin, grêle et côlon, et des pathologies qui touchent le foie, ce qu'on appelle hépatologie. Un médecin qui fait une analyse sémiologique, méthodique et rigoureuse d'un symptôme de la douleur abdominale, il arrive souvent à évoquer la cause de la douleur abdominale et parfois même poser le diagnostic de la douleur abdominale. Comme il s'agit d'un signe fonctionnel, le diagnostic ou l'enquête ou l'analyse sémiologique, elle est basée avant tout sur l'interrogatoire. La douleur, c'est un signe qu'on ne voit pas. C'est un signe que le malade nous décrit. Pour pouvoir orienter l'enquête étiologique et connaître la cause, il faut que l'interrogatoire soit méthodique et soigneux. Si vous faites un interrogatoire rapide, vous risquez de passer à côté du diagnostic. D'accord? Donc l'analyse sémiologique d'une douleur abdominale, lorsque le patient vient consulter pour une douleur abdominale, donc l'étape primordiale, c'est l'interrogatoire, ce qu'on appelle l'anamnèse. Cette anamnèse, elle doit préciser un certain nombre de caractères de la douleur abdominale. Le premier caractère que vous devez préciser par l'interrogatoire, c'est le siège de la douleur. Mais pour pouvoir identifier la localisation de la douleur, il faut tout d'abord connaître les différents cadrans de l'abdomen. Si tu ne connais pas les différents cadrans d'abdomen, tu ne sauras pas quel est le siège de la douleur. Tu ne pourras pas savoir, c'est l'hypocondre
La douleur siège au niveau de l'hippocondre droit ou là au niveau de la fosse iliaque gauche. Ou là. Donc il faut connaître les cadrans pour pouvoir identifier le siège de la douleur. Je vais vous montrer les... Voilà, il s'arrête. Donc il faut connaître les cadrans, parce que l'observation cette douleur siège au niveau d'épigastre, elle siège au niveau de l'hypocondre. Il faut connaître autre chose, il faut connaître les organes qui correspondent à ce cadran. Si tu ne sais pas si c'est le foie, la vésicule biliaire au niveau de l'hypocondre droit, tu ne seras pas orienté dans l'enquête étiologique. Il faut connaître le cadran et les organes qui correspondent à ce cadran. Faites passer la prochaine. Maintenant, on est revenu en arrière. Voilà, tu passes, de la plaque. Voilà les différents, vous mieux rester là, pour m'aider. Voilà les différents cadrans de l'abdomen. Le cadran numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'épigastre. En même temps, on va parler du cadran, mais on va voir également les organes qui se trouvent au niveau de ce cadran. Voilà. Le cadran 1, ce que vous voyez, vous avez vu le cadran numéro 1. C'est l'épigastre. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'épigastre? Il y a l'estomac, il y a le bulbe duodénal, il y a l'aorte abdominale et la queue du pancréas. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'épigastre. Vous voyez, il y a l'estomac, il y a le duodénum. Ce que vous voyez là, c'est la queue, c'est pas la tête et le corps du pancréas. D'accord? Donc, quelqu'un qui souffre d'une douleur au niveau de l'épigastre, ça peut être une pathologie gastrique, ça peut être une pathologie du bulbe duodénal, ça peut être une pathologie du pancréas, ça peut être une pathologie de l'aorte abdominale. C'est clair? Le cadran numéro 2, c'est quoi? C'est la région ombilicale. On dit également péri-ombilicale. Au niveau de cette région, qu'est-ce qu'il y a comme organe? Qu'est-ce qu'il y a comme organe, d'après vous? Il y a essentiellement l'intestin grêle et autre chose. Le côlon transverse. D'accord? Donc, s'il y a une douleur au niveau de la région périombilicale, ça veut dire que la douleur, soit elle est d'origine colique ou bien grélique. C'est clair? Le cadran numéro 3, c'est la région hypogastrique. Au niveau des régions hypogastriques, qu'est-ce qu'il y a comme organe? C'est tout la vessie. Mais, il y a un autre organe chez la femme, c'est l'utérus. Donc, quelqu'un qui souffre d'une douleur au niveau de l'hypogastre, je dois suspecter soit une douleur vésicale, ou bien une douleur d'origine utérine. D'accord?
Maintenant, le cadran numéro 4. On l'appelle hypocondre droit. Au niveau d'hypocondre droit, qu'est-ce que les organes qui se retrouvent au niveau de l'hypocondre droit? Surtout le bord inférieur, le foie, le bord inférieur du foie, Z, la vésicule biliaire et autre chose, l'angle colique droit. Donc, s'il y a une douleur au niveau du hypocondre droit, je dois suspecter avant tout une douleur au niveau du foie, mais il faut savoir que le foie n'est pas énervé. Donc, il n'y a pas de douleur au niveau du foie. Quand il y a une douleur, c'est surtout la vésicule biliaire, ou bien les voies biliaires. Le foie en lui-même ne donne pas de douleur parce qu'il n'est pas énervé. C'est clair? Ou bien c'est une douleur d'origine colique, puisque l'angle colique droit se retrouve au niveau de ce cadran. Le cadran numéro 5, à votre avis, quels sont les organes qui se retrouvent au niveau du flanc? On l'appelle flanc droit. Au niveau du flanc droit, quels sont les organes? Côlon ascendant, ce qu'on appelle le côlon droit. Et il y a un autre organe, c'est quoi? Il est rétropéritonéal, les urétères. Donc les flancs, c'est, que ce soit droit ou gauche, vous avez le côlon ascendant, ou droit, et vous avez l'urétère. Donc s'il y a une douleur à ce niveau, je dois suspecter une douleur d'origine colique ou bien d'origine urinaire, urétérale. Donc vous voyez le côlon ascendant. Par contre, l'urétère, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est rétropéritonéal. Il se situe derrière le côlon. Maintenant, le cadran numéro 6. C'est la fosse iliaque droite. Quels sont les organes? Vous avez ce qu'on appelle le cécum, et vous avez l'appendice, et vous avez également ce qu'on appelle la trompe et les ovaires chez la femme. D'accord? Donc, s'il y a une douleur à ce niveau, je dois suspecter une appendicite aiguë, par exemple. Je dois suspecter une douleur au niveau du côlon et plus exactement au niveau du cécum, ou bien c'est une douleur d'origine génitale qui concerne les ovaires ou bien les trompes. D'accord? Vous voyez, en bas c'est le cécum et vous voyez l'appendice. Donc le cadran numéro 7, qu'est-ce qu'il y a au niveau du cadran numéro 7? Il y a la queue du pancréas. Z, il y a un organe majeur, c'est quoi? La rate. Et vous avez même le foie, le lobe gauche du foie. Et bien l'angle colique droit. Vous voyez, ce que vous voyez, c'est la rate. Et vous avez à côté l'estomac. Et vous avez la queue du pancréas. Et bien sûr également l'angle colique gauche. Le cadran numéro 8, c'est comme le cadran numéro, c'est le flanc droit, le flanc gauche, pardon. Au niveau du flanc gauche, c'est comme pour le flanc droit, il y a le côlon descendant, côlon gauche, et vous avez l'urétère gauche. Et puis il y a le dernier cadran, c'est le cadran 9, c'est la fosse iliaque gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme organe au niveau de la fosse iliaque gauche? Vous avez le sigmoïde, vous avez également les organes, ce qu'on appelle
la trompe et l'ovaire chez la femme. C'est clair. Donc, pour pouvoir dire et décrire une douleur, il faut connaître le nom de la région dans laquelle, c'est-à-dire, il y a une douleur. Et en même temps, il faut savoir les organes qui s'y trouvent. Pour pouvoir dire que c'est une douleur colique ou la douleur hépatique ou la douleur, d'accord? Donc, suivant le siège de la douleur abdominale, on doit évoquer en premier certains diagnostics. Maintenant, la douleur abdominale peut être localisée à un cadran ou prédominant à un cadran, comme elle peut être diffuse à tout l'abdomen. Il y a une douleur abdominale diffuse, il y a une douleur abdominale localisée. Et quand elle est localisée, elle peut être localisée à un cadran ou bien localisée à deux cadrans, mais prédomine sur un cadran. Et parfois, bien sûr, elle est diffuse. Après avoir précisé le premier caractère de la douleur qui est le siège, le deuxième caractère à préciser dans votre analyse sémiologique, ce sont les irradiations des douleurs, l'irradiation de la douleur abdominale. Vous devez préciser, est-ce que c'est une douleur irradiante ou non irradiante? Une douleur qui irradie, ça veut dire que c'est une douleur qui se propage à partir d'un point précis. Elle se propage à différents endroits de l'abdomen, comme elle peut se propager en dehors de l'abdomen. Parfois, la douleur abdominale peut être ressentie au niveau de la mâchoire inférieure. Elle peut être ressentie au niveau du membre supérieur. D'accord? Donc, la douleur peut être irradiante ou non irradiante. Quand la douleur est irradiante, maintenant, quelles sont les différentes régions vers lesquelles elle irradie? L'irradiation de la douleur abdominale peut se faire dans le dos. Le malade, j'ai une douleur abdominale et je la ressens dans le dos. L'irradiation peut se faire vers l'hypocondre droit. D'accord? Il s'agit d'une douleur épigastrique qui irradie vers l'hypocondre droit. Comme elle peut irradier vers l'hypocondre gauche. Comme elle peut irradier en même temps au niveau de l'hypocondre droit et l'hypocondre gauche. Et dans ce cas, on parle d'une douleur en bas. Quand la douleur irradie dans les deux sens, on parle d'une irradiation en bas. Et ce type de douleur, il est caractéristique d'une pathologie dont on va parler tout à l'heure, qui est la pancréatite. L'irradiation d'une douleur abdominale peut être ascendante. C'est-à-dire, elle se fait vers le haut. Généralement, elle se fait vers un hémithorax, que ce soit le hémithorax droit ou l'hémithorax gauche. Elle peut se faire vers le bas, donc elle est descendante. Et dans ce cas, elle peut se faire vers les organes génitaux. La douleur, l'irradiation de la douleur peut se faire en bretelle. C'est quoi en bretelle? Ça veut dire que c'est une douleur irradiante qui se fait de façon ascendante en antérieur et en postérieur. En antérieur, elle se fait vers l'omoplate, vers l'épaule, et elle est ascendante également dans le dos et elle se fait vers l'omoplate. Ça dessine ce qu'on appelle une bretelle. D'accord? Ce type de douleur à type de bretelle, il est caractéristique d'une pathologie qu'on appelle la colique hépatique. La colique hépatique, c'est un syndrome clinique qui se manifeste sous forme d'une crise, et cette crise, elle comporte une douleur avec irradiation en bretelle, mais également des vomissements, souvent bilieux, et parfois une constipation réactionnelle et même un ictère.
Et ces crises de colique hépatique, elles se voient au cours d'une pathologie qu'on appelle la lithiase vésiculaire. Les calculs vésiculaires. Hajra fil marara. Ça fait des crises qu'on appelle des crises de colique hépatique et ça donne une douleur en bretelle. C'est très important pour l'interrogatoire. Si vous dites que j'ai une douleur au niveau du l'hypochondre droit, elle remonte vers l'épaule et elle remonte derrière vers l'omoplate. C'est très caractéristique d'une crise de colique hépatique. La douleur également peut être transfixion. Transfixion, c'est-à-dire c'est une douleur qui est ressentie par exemple au niveau de l'épigastre et elle transperce l'abdomen et elle est ressentie au niveau du dos. C'est l'expression qu'utilise le malade. C'est ce qu'on appelle une douleur transfixiante. Elle est caractéristique d'une pathologie qu'on appelle la pancréatite aiguë ou chronique. C'est clair? Vous avez compris pour les irradiations. Mais parfois la douleur, elle reste localisée, fixe, à un point ou un cadran. Toujours à l'enquête, lors de l'enquête, lors de l'interrogatoire, après avoir précisé le siège des irradiations, je dois préciser également le type de la douleur abdominale. Le plus souvent, le malade vous décrit ce qu'on appelle une douleur abdominale à type de crampe. La douleur que vous décrit le malade, et souvent, c'est une douleur à type de crampe. C'est quoi une douleur à type de crampe? Une douleur à type de crampe, c'est une douleur profonde, elle est fixe, et elle est continue et permanente. Elle est profonde, et la douleur, elle est continue. Ce qu'on appelle une douleur à type de crampe. Donc, c'est une sensation d'une douleur fixe, profonde et persistante au niveau de l'abdomen. Et dans la plupart des cas, ce type de douleur qu'on appelle des douleurs à type de crampe, ils sont ressentis au niveau de l'épigastre. Et cette douleur à type de crampe au niveau de l'épigastre, elle caractérise une pathologie qu'on appelle la maladie ulcéreuse. C'est quoi au cours de l'ulcère? C'est au cours de l'ulcère que le malade vous décrit le plus souvent cette douleur à type de crampe. Et quand est-ce qu'il ressent la douleur à type de crampe? Quand l'estomac est vide. Pourquoi? On parle de faim douloureuse. C'est-à-dire le malade qui joue, il va sentir ce type de douleur. Parce que quand vous avez un ulcère, l'ulcère c'est une perte de substance. Et vous savez que la muqueuse gastrique sécrète une substance qu'on appelle le mucus qui protège la muqueuse ou la paroi abdominale de l'acidité gastrique. L'acidité gastrique, le pH est à 2 et c'est une forte acidité. Donc, lorsque la muqueuse elle est présente, elle va sécréter du mucus grâce à un type de cellules qu'on appelle des cellules qui sécrètent le mucus. Ce mucus, il forme un film. Ce film, il empêche l'acidité d'atteindre la muqueuse. D'accord? Quand il y a un ulcère, l'ulcère, c'est une perte de substance. L'endroit où il n'y a pas de muqueuse, cet endroit est exposé à l'acidité gastrique. Quand on mange, l'acidité gastrique, si vous voulez, elle va intervenir dans la digestion, mais quand il n'y a pas, quand le malade ne mange pas, la sécrétion acide, elle va s'attaquer à l'ulcère. Et ça donne on parle de faim douloureuse. C'est-à-dire, lorsque le malade a faim, il ressent une douleur. C'est caractéristique de la maladie ulcéreuse. C'est clair? Donc, le principal type de douleur que vous décrit le malade, c'est une douleur à type de crampe. Il y a un deuxième type de douleur qu'on appelle la douleur à type de brûlure.
On l'a expliqué la fois passée, une douleur à type de brûlure, elle évoque quelle pathologie? Elle évoque le pyrosis, qui est le symptôme majeur d'une pathologie qu'on appelle le reflux gastro-œsophagique. Est-ce que vous pouvez me décrire cette douleur? Comment elle se... Comment le patient vous décrit cette douleur? Parce qu'on en a parlé lors du cours précédent. Hein? Déjà le siège, c'est quel est le siège de cette douleur? Voilà, c'est l'épigastre. La partie haute de l'épigastre, derrière la symphyse xiphoïde, ou l'apophyse xiphoïde. Donc au niveau de cet endroit, c'est une douleur ressentie comme des brûlures. Elle remonte le long du sternum et parfois elle arrive jusqu'à la base du cou. Tout à l'heure, on va décrire les caractères de cette douleur. Donc, une douleur à type de brûlure, elle évoque avant tout un reflux gastro-œsophagique. Et cette douleur, on l'appelle pyrosis. Troisième type de douleur, c'est la pesanteur. C'est un malade qui vous dit que je sens une lourdeur au niveau de l'estomac. Une gêne. Il sent quelque chose de lourd au niveau de l'estomac. Il y a un autre type de douleur qu'on appelle les douleurs à type de colique. C'est une douleur dont l'intensité s'accroît, donc une douleur intestinale. Les douleurs à type de colique, ils sont essentiellement intestinales, mais vous allez voir, elles sont décrites également lors des coliques hépatiques et coliques néphrétiques. Donc c'est une douleur dont l'intensité s'accroît plus ou moins rapidement en quelques minutes à quelques heures pour atteindre son acmé, puis elle décroît progressivement, elle évolue de manière cyclique. Donc la douleur à type de colique, le patient la décrit comme une douleur qui augmente rapidement d'intensité pour atteindre un maximum d'intensité. Puis elle s'atténue progressivement pour disparaître. Puis elle recommence. Elle s'accentue jusqu'à atteindre un maximum d'intensité. Puis ce qu'on appelle une douleur, c'est une douleur cyclique. C'est une douleur cyclique. D'accord? Elle augmente, elle atteint un maximum, puis elle diminue pour disparaître, puis elle réapparaît. C'est-à-dire les caractéristiques d'une douleur à type de colique. Donc, ce type de douleur, on le voit quand il s'agit d'une pathologie de l'intestin, que ce soit le côlon ou le grêle, mais également lors des crises de colique hépatique et des crises de colique néphrétique. La principale cause des coliques hépatiques, c'est quoi? C'est la lithiase de quoi? La vésicule biliaire. Mais parfois également le cholédoque. Parfois c'est une lithiase calcul au niveau du cholédoque. C'est la voie principale, la voie biliaire principale, on l'appelle également cholédoque. Ou bien au niveau de la vésicule biliaire. Colique néphrétique, c'est quoi? C'est toujours une lithiase, le plus souvent au niveau de la vessie. Mais ça peut être également une lithiase au niveau des voies urinaires, au niveau de l'urétère, au niveau du bassinet. Et ça donne une douleur qu'on appelle crise de colique néphrétique. Ces trois pathologies donnent ce type de douleur. C'est une douleur, si vous voulez, cyclique, augmente, atteint un maximum, s'atténue, puis recommence. D'accord? Il y a également ce qu'on appelle la douleur pulsative. Ça vient du terme pulsation, battement. Quand je dis pulsation, ça veut dire battement. Ça veut dire, donc on va la définir, c'est une sensation désagréable des battements au niveau de l'épigastre. D'accord? C'est le terme qu'utilise le patient. Au niveau de l'épigastre, dû à des battements exagérés de l'aorte abdominale. Vous allez souvent rencontrer
ce type de douleur, le malade vous dit, ce qu'on appelle une douleur pulsative. C'est des battements exagérés de l'aorte. Et ce type de douleur, on le voit au cours d'une pathologie qu'on appelle la dystonie neurovégétative. Quand je dis dystonie, ça veut dire quoi? Dystonie. C'est un trouble du fonctionnement. On dit dysfonctionnement ou trouble du fonctionnement du système nerveux autonome, c'est-à-dire vago-sympathique. Il y a un dysfonctionnement, il y a un trouble du fonctionnement du système nerveux autonome avec une hyper-excitabilité du sympathique. Parce que c'est les sympathiques qui stimulent les contractions de l'aorte. Donc il y a une prédominance du sympathique sur le parasympathique. Et donc il y a une exagération des battements cardiaques, et ça donne ce qu'on appelle la dystonie neurovégétative. C'est clair? Donc quand la malade vous dit qu'il y a des khabta zaïda ou lagda, de toute façon, lorsque vous palpez, vous sentez comment l'aorte, vous sentez des forts battements de l'aorte. Et ceux qui présentent cette dystonie neurovégétative, on dit c'est des sujets neurotoniques. Il y a le dernier type de douleur, ce sont les douleurs violentes, les douleurs de grande intensité. Ces douleurs évoquent toujours une pathologie grave, une pathologie qui nécessite une urgence, nécessite une prise en charge chirurgicale en urgence. Le malade vous décrit cette douleur de grande intensité comme une torsion. Ou là, un type de déchirement. Ou là, un type de broiement. Et des fois, il vous dit, on dirait que c'est des coups de poignard. Donc, c'est une douleur de grande intensité. Elle est mal tolérée, c'est-à-dire, donc, elle est mal tolérée. Elle est souvent accompagnée d'un état d'agitation. C'est un malade qu'on ramène au pavillon des urgences, très agité, avec une douleur de grande intensité. Ce tableau clinique, il évoque une pathologie grave, une pathologie chirurgicale, ce qu'on appelle un abdomen chirurgical. C'est comme dans le cas de la péritonite aiguë. Souvent, c'est la péritonite aiguë qui donne ce type de douleur. La péritonite aiguë est une urgence est une urgence chirurgicale. D'accord? Quelqu'un une péritonite aiguë, c'est quelqu'un qu'on doit opérer en urgence. D'accord? Et la péritonite aiguë, quelle est sa cause? Est-ce que vous avez une idée ou non? Un peu plus haut. Quelle est la principale cause de péritonite aiguë? Voilà, les ulcères. Mais quelle est la complication de l'ulcère qui entraîne une péritonite? C'est pas l'ulcère lui-même. C'est une complication de l'ulcère qui aboutit à la péritonite aiguë. C'est quoi? C'est la perforation de l'ulcère. Et c'est une complication fréquente. Surtout le mois de Ramadan. Les gens qui ont un ulcère, ils peuvent présenter cette complication qu'on appelle la perforation de l'ulcère. De toute façon, elle fera l'objet d'un cours qui n'est pas encore fait. Vous avez fait l'appendicite ou non? Donc il vous reste le cours de la péritonite et de l'occlusion. Donc c'est la perforation d'un ulcère. Quand l'ulcère se perfore, qu'est-ce qui se passe? Des sécrétions et les aliments qui se trouvent dans l'estomac passent dans la cavité péritonéale. La cavité péritonéale est une cavité stérile. Donc il va y avoir un passage de bactéries. Et ça donne le tableau de péritonite aiguë. La douleur au cours de la péritonite aiguë, justement, c'est une douleur décrite par le patient comme c'est un coup de poignard, une douleur de torsion, de broiement, c'est une douleur de grande intensité et elle est insupportable. C'est clair. Donc on a vu le siège, les irradiations, le type. Maintenant on arrive
à l'intensité de la douleur. La douleur abdominale peut être d'intensité modérée, elle peut être d'intensité moyenne, elle peut être de grande intensité comme les douleurs que je viens de décrire. Mais la douleur, c'est un signe subjectif. Subjectif, ça signifie quoi? Il dépend de la personnalité du patient. Certains malades, malgré une douleur de grande intensité, ils extériorisent peu ou pas leur souffrance. Alors, tu قطع بالوجع بصح ما يبينلكش. D'accord? Par contre, il y a d'autres malades, pour une douleur beaucoup moins importante, il fait tout un tapage. Même si c'est une douleur modérée, il s'agit, il crie. Donc ça, la douleur, c'est un signe qui dépend avant tout de la personnalité du patient. Donc la douleur est décrite par le patient comme modérée, intense ou très intense. Voilà, comme je vous ai dit, donc l'expression du degré de l'intensité de la douleur par le patient est un caractère purement subjectif qui dépend de la personnalité de l'individu. Il y a des individus qui ont une douleur de grande intensité, mais il essaie de ne pas, si vous voulez, pour ne pas exprimer l'intensité de cette douleur. Par contre, il y a d'autres, pour une douleur moyenne, il fait tout un tapage et... C'est clair? Après avoir précisé l'intensité de la douleur, il y a un autre caractère à préciser, c'est le rythme de la douleur dans la journée. Vous devez préciser à l'interrogatoire le rythme de la douleur par rapport au repas. Vous devez préciser le rythme de la douleur par rapport au repas. Et là, on distingue deux situations. Soit que la douleur est rythmée par les repas, soit qu'elle n'est pas rythmée par les repas. Une douleur qui n'est pas rythmée par les repas, c'est une douleur qui survient à tout moment. Elle peut survenir la nuit, le jour, après, avant, donc elle n'est pas rythmée par les repas. Par contre, la douleur rythmée par les repas, c'est une douleur qui survient après les repas. Donc, l'interrogatoire précise le rythme de la douleur par rapport au repas. Une douleur abdominale peut être ou non rythmée par les repas. La douleur abdominale non rythmée par les repas survenant à n'importe quel moment de la journée sans rapport avec les repas. La douleur abdominale rythmée par les repas, c'est une douleur survenant après la prise des repas. Et selon l'intervalle de temps qui sépare le repas de l'apparition de la douleur, on distingue. Si cette douleur est rythmée par les repas, je dois préciser l'intervalle de temps qui sépare le repas va survenir de l'apparition de la douleur. Si la douleur, quand elle est rythmée par le repas, on dit douleur abdominale post-prandiale, c'est-à-dire post-repas. Donc, selon l'intervalle de temps qui sépare le repas, l'apparition de douleur, il peut s'agir d'une douleur post-prandiale immédiate. Immédiate, c'est-à-dire dès que le malade commence à manger, la douleur se déclenche. C'est clair? Il y a également la douleur postprandiale précoce. C'est une douleur qui survient entre un quart d'heure et une demi-heure après les repas. Il y a la douleur abdominale postprandiale tardive. Donc c'est une douleur qui survient 1 heure jusqu'à 4 heures après les repas. C'est clair. Donc il faut préciser, est-ce que la douleur abdominale est rythmée ou non rythmée par les repas? Si elle est rythmée par les repas, je dois préciser, est-ce que c'est une douleur postprandiale immédiate, précoce ou tardive? On doit également préciser l'évolution de la douleur dans le temps. On l'a évolué par rapport au repas, maintenant on doit l'évoluer dans le temps sur un long ou moyen terme.
L'interrogatoire précise le caractère continu ou périodique de la douleur dans le moyen et long terme. Vous devez préciser, est-ce que c'est une douleur continue ou bien c'est une douleur qui évolue par poussée entrecoupée de périodes d'accalmie. Si elle est continue, si elle est permanente, on dit qu'elle est continue. Si elle évolue par période, on dit qu'elle est discontinue. Les épisodes de douleur sont de durée variable. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Alors, quand il s'agit d'une douleur qui est discontinue. Et les épisodes de douleur sont séparés par des périodes d'accalmie. C'est-à-dire des périodes où il n'y a plus de douleur. C'est clair. Par contre, une douleur continue, c'est une douleur permanente, sans période d'accalmie. Donc, l'autre caractère, c'est le mode évolutif de la douleur dans le temps. Est-ce qu'elle est continue, permanente? Est-ce qu'elle est discontinue, évolue par poussée ou par période? On doit également préciser à l'interrogatoire le mode d'installation de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui s'est installée de façon brutale ou c'est une douleur qui s'est installée progressivement? Une douleur d'installation brutale et paroxystique, c'est-à-dire une douleur qui survient dès le départ, elle est de grande intensité, on dit qu'elle est paroxystique. Et c'est une douleur qui dure de quelques minutes à quelques heures. Quand la douleur s'installe de façon brutale, elle est maximale dès le début, et qui dure quelques minutes à quelques heures, ça évoque une souffrance d'un organe creux. Citez-moi quelques organes creux. L'estomac, le côlon, l'intestin grêle, la vésicule biliaire. C'est des organes creux. Par contre, une douleur qui s'installe progressivement et augmente progressivement d'intensité, puis elle atteint une phase de plateau, donc elle augmente, puis elle atteint son maximum, elle garde une phase de plateau, de grande intensité. Sa durée, elle est variable. Ce type de douleur évoque plutôt une souffrance d'un organe plein. Un organe plein, c'est comme le foie, la rate. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le pancréas. C'est ce qu'on appelle les organes pleins. Maintenant, on doit également préciser les caractères, ce qu'on appelle les facteurs déclencheurs. À l'interrogatoire, je dois poser des questions aux patients pour savoir s'il y a un facteur, il y a quelque chose qui a déclenché la douleur. Ou bien, quels sont les facteurs qui soulagent la douleur. L'anamnèse précise le rôle dans le déclenchement de la douleur des aliments. Donc, parfois, la douleur est déclenchée par la prise d'aliments épicés. يعني حاجة حارة. Par la prise d'aliments gras. حاجة اللي فيها بزاف ديال. Par la consommation d'alcool. Par exemple, la pancréatite aiguë est déclenchée par la consommation d'alcool. Ou bien la prise de médicaments. Vous avez surtout les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, l'aspirine. Ils sont dits médicaments gastro-toxiques. C'est-à-dire, ils entraînent une irritation de la muqueuse gastrique et même intestinale. Et parfois, la douleur est déclenchée par un stress, ou par une angoisse, ou là. On doit préciser également quels sont les facteurs qui soulagent la douleur. L'anamnèse précise le rôle dans le soulagement de la douleur.
la prise du repas. Il y a certaines douleurs qui sont calmées par l'ingestion d'aliments. C'est le cas du ulcère gastro-duodénal. Quelqu'un qui a une ulcère gastro-duodénale vous dit qu'il a une douleur qu'on appelle la faim douloureuse. C'est-à-dire le jour qui déclenche la douleur. Mais le malade, dès qu'il commence à manger, la douleur s'arrête. C'est une caractéristique de ce qu'on appelle l'ulcère gastro-duodénal. Parfois, c'est l'émission de gaz ou de sel qui soulage la douleur, surtout dans les douleurs intestinales. Dès que le malade il a une douleur intense, durant les toilettes, déjà, il est plus ou moins soulagé. Ou bien lorsqu'il prend des médicaments, des antispasmodiques, par exemple le spasman, ou des antalgiques, par exemple le doliprane, ou des pansements gastriques. C'est des sirops blancs avec qu'on utilise pour calmer une douleur gastrique. Et parfois le repos, le repos et la relaxation. Quand tu es stressé, des fois ça déclenche une douleur abdominale. Mais dès que tu retrouves le calme et tu es relaxé, la douleur s'atténue ou disparaît. Donc on termine les caractères sémiologiques de la douleur à l'interrogatoire par la recherche des signes accompagnateurs. Les signes accompagnateurs sont deux types. Soit c'est des signes fonctionnels et physiques digestifs, ou des signes généraux physiques et fonctionnels. Commençons par les signes fonctionnels et physiques digestifs. La douleur s'accompagne souvent de nausées, de vomissements, des troubles du transit comme la constipation et la diarrhée, l'hémorragie digestive. Tout ça, c'est des signes fonctionnels. Et parfois, elle s'accompagne d'ictère. L'ictère, c'est un signe fonctionnel ou physique? Physique. Pourquoi il est physique? Parce qu'on peut le voir. C'est la coloration jaunâtre des muqueuses et des téguments. Donc c'est un signe physique. Les signes fonctionnels et physiques généraux, c'est quoi? C'est la fièvre, c'est la déshydratation, l'altération d'état général, anorexie, asthénie et perte d'eau. Donc la douleur, elle s'accompagne, bien sûr, elle ne va pas s'accompagner de tous ces signes cliniques, mais elle s'accompagne de certains de ces cycliques. Donc ça dépend de la pathologie et du patient. Est-ce clair? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Abdou. Si vous arrivez à faire un interrogatoire chez un patient qui a une douleur abdominale, vous faites selon ces données, dans 90% des cas, vous serez orienté vers la cause de la douleur abdominale et même vous pouvez poser le diagnostic de la douleur abdominale. Malheureusement, ça se passe pas comme ça dans la pratique. Les gens sont pressés, il va pas se donner le mal pour donner toutes ces... Alors que lorsqu'on fait un bon interrogatoire, on arrive à orienter le diagnostic ou poser le diagnostic. Et je parle surtout des urgences. Je ne parle pas si vous êtes devant une péritonite, ou là, si vous êtes devant une occlusion, ou là, si vous êtes... Donc si vous faites un bon interrogatoire, vous allez faciliter, la tâche sera facile pour poser le diagnostic. Maintenant, on va décrire les principaux types
les principales causes de douleur abdominale. Il y a l'une des causes les plus fréquentes de douleur abdominale, c'est la douleur du reflux gastro-œsophagien qu'on appelle pyrosis. Donc, normalement, vous devez la connaître. C'est une douleur qui siège au niveau de l'épigaste, et surtout la partie haute de l'épigaste, parce que tout ça, c'est l'épigaste. Elle est située, la partie haute ou la partie supérieure de l'épigaste. Son irradiation, elle est caractéristique, elle est rétrosternale. Elle peut aller jusqu'à la base. Elle est ressentie parfois jusqu'à la base du cou. Elle est décrite par le patient comme des brûlures. L'intensité, elle est variable. Elle peut être importante, mais souvent elle est modérée. Et souvent elle est post-prandiale. Post-prandiale, généralement, elle est tardive. C'est-à-dire le malade mange, au bout d'1 à 2 heures, lorsqu'il s'allonge, il commence à sentir les brûlures. Sa durée n'est pas une douleur qui dure quelques secondes à quelques minutes. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette douleur? Cette douleur, elle est déclenchée par l'anteflexion, c'est-à-dire le fait de se pencher en avant. Quand on se penche en avant, on a un problème de reflux gastro-œsophagien, parce que la cause du reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? C'est le sphincter inférieur de l'œsophage qui fonctionne mal, qui ne se ferme pas de façon correcte, parce que la pression au niveau du sphincter, elle est diminuée. On parle d'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Puisqu'il ne se ferme pas de façon correcte, il y a du suc gastrique qui passe à travers du cardiaque. Lorsque quelqu'un se penche en avant, qu'est-ce qui se passe? Donc il va faciliter ce qu'on appelle le reflux. Et ça déclenche la douleur. Il y a également le décubitus. Lorsqu'il s'allonge, il n'est plus soumis à la pesanteur, à la gravité. Quelqu'un qui est en décubitus, il n'est plus soumis à la gravité. Donc le liquide gastrique passe facilement dans l'œsophage. Et ça arrive pour les malades lorsqu'ils mangent et ils font une sieste. Ou là, ils mangent, au bout d'1 ou 2 heures, et ils s'allongent pour dormir. Autre facteur déclenchant, c'est la prise des anti-inflammatoires et l'aspirine. Les signes qui sont souvent associés au pyrosis, c'est quoi? Il y a les régurgitations. C'est quoi les régurgitations? C'est la remontée consciente, involontaire d'un liquide gastrique dans la bouche, sans effort de vomissement. Pour faire la différence entre, c'est quelqu'un, subitement, il y a du liquide qui remonte liquide acide qui remonte dans la bouche. Sans le provoquer, sans qu'il vomisse. Il y a également c'est quoi les éructations? L'émission de gaz par la bouche. L'éructation, c'est l'émission de gaz par la bouche. Et parfois, il y a même ce qu'on appelle, on a parlé la fois passée, le hoquet. Comment peut-on faire le diagnostic des reflux gastro-œsophagien? On fait une endoscopie digestive haute. L'endoscopie digestive haute, il y a 2 situations. Soit elle est normale, la muqueuse, il n'y a aucune lésion œsophagienne, parce que les lésions se situent au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Soit elle trouve ce qu'on appelle une œsophagite peptique. Donc quelqu'un qui fait un pyrosis, et vous faites endoscopie, il ne faut pas dire qu'il n'a pas de reflux gastro-œsophagien. On peut avoir le reflux gastro-œsophagien sans qu'il y ait de lésion de la muqueuse gastrique. D'accord? C'est quoi l'œsophagite peptique? Ce sont des ulcérations superficielles de la muqueuse œsophagienne. Et
qui sont retrouvés au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Vous voyez, donc on va vous montrer une image. Voilà ce qu'on appelle une œsophagite peptique. C'est ça les ulcérations. C'est des ulcérations qui sont dues à l'action acide sur la muqueuse œsophagienne. Parce que la muqueuse œsophagienne n'est pas adaptée à l'acidité gastrique. Elle n'a pas de muqueuse qui la protège de l'acidité gastrique. C'est pas comme l'estomac. L'estomac est protégé par le muqueuse et par d'autres facteurs. La muqueuse œsophagienne n'est pas protégée. Dès qu'elle est exposée à l'acidité gastrique, ça entraîne une irritation, une douleur, et avec le temps, ça donne des ulcérations. Et si on ne traite pas, ça va évoluer vers la sténose, vers l'ulcère, et même vers la cancérisation. D'accord? Le diagnostic, il est fait par l'endoscopie. Là, vous voyez, en bas, c'est l'estomac. Là, c'est le cardia. Et à l'intérieur, c'est l'estomac. La deuxième cause de douleur abdominale, c'est l'ulcère gastro-duodénal. C'est-à-dire un ulcère qui touche soit l'estomac, soit il touche le duodénum. Et ça touche le plus souvent le bulbe, c'est-à-dire la première portion, parce que le duodénum, il y a 4 portions. L'ulcère touche le plus souvent la première portion. On parle de bulbe, l'ulcère du bulbe duodénal. C'est pas une ulcération superficielle, c'est une ulcération profonde. Une ulcération superficielle, elle ne concerne que la muqueuse et la sous-muqueuse. Par contre, une ulcération profonde, elle creuse même la couche musculeuse. Le siège d'une douleur en rapport avec un ulcère gastro-duodénal est l'épigaste. Parfois, la douleur, elle est ressentie au niveau de l'épigaste, elle irradie vers l'hypocondre droit ou vers l'hypocondre gauche. Et parfois, elle est ressentie dans le dos. Comme je vous ai dit, le type de douleur au cours de la maladie ulcéreuse, c'est une douleur à type de crampe. Et cette douleur, elle est ressentie quand l'estomac est vide et le patient a faim. Ça, le malade jouait l'hdash. Par exemple, il a pris son petit déjeuner le matin, aux environs de 11h, 11h30, il commence à sentir une douleur. Parce que l'estomac, il est vide, et comme il est vide, il y a une sécrétion de base acide au niveau de l'estomac. L'estomac, elle sécrète de façon continue. Mais la sécrétion augmente lorsqu'on mange. Mais quand on ne mange pas, il y a toujours une sécrétion, on l'appelle sécrétion de base. Et cette sécrétion de base, elle va s'attaquer à l'ulcère. C'est pour cette raison, donc le malade, quand il a faim, il commence à avoir la douleur. Et pour calmer la douleur, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. L'intensité de la douleur, elle est variable. Et comme je vous dis, l'intensité, elle dépend surtout de la personnalité du patient. La douleur de l'ulcère gastro-duodénal, elle est le plus souvent postprandiale. Et elle est postprandiale tardive. Elle survient 2 à 4 heures après le repas. C'est des malades qui sont réveillés autour de minuit, 1h, 2h du matin, après le repas. Par exemple, il prend son dîner à 20h, autour de minuit, il commence à avoir mal. Donc la douleur le réveille. Et la journée, comme je vous ai dit, c'est autour de 11h midi. La durée de la douleur, elle est variable. Chez certains patients, ça dure que quelques minutes. Chez d'autres, ça dure des heures. Les facteurs déclenchants ou aggravants, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou l'aspirine. C'est pour cette raison, les patients qui ont un ulcère, ou bien qui ont un ulcère duodénal ou gastrique,
lorsqu'on leur diagnostique un ulcère, on leur demande de ne pas prendre de l'aspirine et des anti-inflammatoires stéroïdiens. S'ils ont mal à la tête, par exemple, ils peuvent prendre du paracétamol. Mais jamais de l'aspirine parce que ça aggrave la douleur et ça peut compliquer l'ulcère. Souvent, ils sont à l'origine d'une hémorragie digestive sur ulcère. Quels sont les facteurs qui calment la douleur? On l'a dit, c'est l'ingestion des aliments. Mais il y a certains aliments qui calment plus que d'autres. C'est quoi? C'est les alcalins, les halib. Parce que, qu'est-ce qu'il fait le lait? Le lait, il est alcalin. Donc, il va neutraliser l'acidité gastrique. Et je vous raconte, dans les années 70, il n'y avait pas les médicaments qu'on a maintenant pour traiter l'ulcère et la gastrite, etc. Les gens, les années 70, qu'est-ce qu'ils font pour calmer la douleur de l'ulcère? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent beaucoup de lait. Ils consomment du lait. Parce que le lait est alcalin, donc il neutralise l'acidité gastrique. On l'appelle syndrome des buveurs du lait. C'est des gens qui boivent des litres et des litres de lait pour calmer la douleur. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une complication. Ce sont les lithiases rénales. Comme le lait il est riche en calcium. Si le malade prend de grandes quantités de lait, il va y avoir une hypercalcémie, et cette hypercalcémie va donner des lithiases au niveau des calculs au niveau du rein. D'accord? Maintenant, avec les médicaments qui existent, donc, le syndrome, il est pratiquement, parce qu'il y a ce qu'on appelle, on va en parler, des médicaments qui calment la douleur. Donc, les facteurs calmants, c'est l'ingestion d'aliments, mais surtout les alcalins. Les alcalins, les yaourts, si vous voulez, le lait et ses dérivés. Les antiacides, c'est des sirops. On prend pour, ils ont le même rôle. Ils neutralisent l'acidité gastrique. Comme par exemple le médicament le phosphalugel, c'est des sirops que le malade prend pour calmer la douleur. On dit des anti-acides, c'est-à-dire qu'ils neutralisent l'acidité gastrique. Il y a des médicaments également qui inhibent la sécrétion acide gastrique. Vous allez les voir en 4e année, dans le module de gastro-entérologie, on les appelle IPP, ou si vous voulez, c'est des médicaments qui inhibent la sécrétion acide gastrique. C'est le proton ou isoproton, c'est ce qu'on appelle des IPP, les inhibiteurs de la pompe à proton. Les médicaments, on l'utilise pour traiter l'ulcère ou la gastrite Habituellement, la douleur au cours de la maladie ulcéreuse ne s'accompagne d'aucun signe clinique. Ni vomissement, ni diarrhée, ni constipation, sauf si l'ulcère, il est compliqué. Si vous avez un ulcère qui s'est compliqué de sténose, le malade va vomir. Il va décrire un autre symptôme qui sont les vomissements. Parfois, l'ulcère se complique d'une hémorragie. Donc, c'est l'ulcère compliqué qui associe d'autres chances cliniques. C'est un ulcère qui n'est pas compliqué, ça donne uniquement une douleur épigastrique. L'autre caractéristique de la douleur au cours de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est que le plus souvent c'est une douleur périodique. C'est-à-dire ça évolue par poussée, des poussées ou des périodes de quelques semaines à quelques mois. Donc, à la périodicité, la douleur évolue. Donc, c'est une douleur qui évolue par poussée. Ces poussées, donc, qui durent jusqu'à 2 mois. On fait des poussées et des périodes d'accalmie. Il n'y a plus de douleur. Le malade fait une poussée, il a des douleurs épigastriques avec tous les caractères que j'ai décrits. Cette douleur dure en moyenne 2 mois. Elle s'estompe spontanément. Pendant des mois, le malade n'a plus de douleur. Puis elle réapparaît.
Les périodes de douleur sont entrecoupées de périodes d'accalmie, donc rémission complète. Rémission complète, ça veut dire que le malade ne se plaint plus de douleur. Pas traité. C'est quelqu'un qui a une ulcère gastro-duodénale qui n'est pas traité. C'est autre chose. Par quoi? Grâce à l'endoscopie, on peut voir l'ulcère gastrique ou duodénal. Ce que vous voyez là, c'est un ulcère, à votre avis, gastrique ou duodénal? Rien. Si celui qui me dit gastrique, il doit m'expliquer pourquoi. Ouais. Gastrique, ça, comment vous avez su qu'il est gastrique? C'est ce qu'on appelle ça? C'est le pylore. L'air. Pourquoi il est gastrique? Parce qu'il y a le pylore. S'il était bulbaire, on ne voit pas, parce que le pylore, il est derrière. Là, le pylore, il est en avant. Donc, c'est un ulcère gastrique. Vous voyez, donc l'ulcère, c'est bien défini, hein. C'est une perte de substance qui atteint la musculeuse, elle est arrondie ou ovalaire, le fond, il est blanchâtre, il est nécrotique. Donc, vous voyez, il y a de la nécrose au fond de l'ulcère. Mais attention, un ulcère gastrique, il faut toujours faire une biopsie, parce qu'on a peur du cancer gastrique. Il y a des cancers gastriques qui ressemblent à des ulcères bénins. D'accord? C'est pour cette raison, il y a une règle, lorsque vous faites l'endoscopie et vous trouvez un ulcère gastrique, il faut faire des biopsies. Parce que dans 5% des cas, un ulcère qui vous paraît bénin est en réalité un cancer. Par contre, si l'ulcère est au niveau du bulbe duodénal, généralement, il n'y a pas de problème. C'est un ulcère bénin. Maintenant, il y a la douleur de la gastrite. La gastrite est l'une des pathologies courantes que vous allez rencontrer dans votre pratique médicale et dont l'expression clinique majeure est la douleur épigastrique. À la différence de l'ulcère, la gastrite, c'est pas une ulcération creusante, c'est des ulcérations superficielles. Ou bien, parfois, c'est une simple rougeur, c'est une muqueuse gastrique rouge congestionnée. Ou bien, c'est des ulcérations superficielles. Par contre, l'ulcère, c'est une ulcération profonde. Comme pour l'ulcère, le siège, il est épigastrique. Habituellement, la gastrite n'irradie pas, la douleur de la gastrite n'irradie pas, elle est localisée. Elle est le plus souvent ressentie comme une brûlure, comme le pyrosis, mais à la différence, il n'y a pas de douleur qui remonte le long du sternum, mais parfois elle est de type de Crohn, mais le plus souvent elle est à type de brûlure. Elle est postprandiale précoce, c'est-à-dire elle survient juste après le repas. Contrairement à l'ulcère, qui est calmée par la prise d'aliments, la gastrite, elle est aggravée par la prise des aliments. La douleur, elle est accentuée par la prise des aliments. Bien sûr, comme pour l'ulcère, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine sont des facteurs qui déclenchent ou aggravent la douleur. Ce qui soulage la douleur, c'est la prise de médicaments antisécrétoires, ou bien ce qu'on appelle des pansements gastriques, les antiacides. On dit pansements gastriques pour les antiacides. Contrairement à la maladie ulcéreuse, la gastrite
n'évolue pas de façon périodique. Souvent, le malade fait un seul épisode de douleur, donc il n'y a plus de douleur, et parfois, la douleur, elle est chronique. Il n'y a pas de périodicité. Bien sûr, le diagnostic, il est fait toujours par l'endoscopie digestive. On a vu les trois principales causes de douleur œsophagien, c'est le reflux, bien sûr. Gastrique, c'est l'ulcère gastro-duodénal et la gastrique. Maintenant, on va voir les douleurs d'origine pancréatique. La cause de la douleur, les pathologies du pancréas qui donnent le plus souvent douleur, ce sont les pancréatites. Les pancréatites, il y a deux types. Vous allez le voir dans le module de gastro-entéraux. Vous avez la pancréatite aiguë et la pancréatite chronique. Les deux causes de douleur, la pancréatite aiguë et les poussées aiguës de la pancréatite chronique. On l'a vu de le schéma, le pancréas, il est situé au niveau de l'épigaste. Du moins la tête et le corps. La queue, elle est située au niveau de l'hypocondre gauche. C'est pour cette raison, le siège de la douleur, il est épigacé. L'autre caractéristique de la douleur au cours de la pancréatite, c'est une douleur en bas. Elle est épigastrique, mais elle irradie vers les deux hypocondres. Donc, elle dessine une barre. Elle irradie également dans le dos. On dit qu'elle est transfixion. Comme je vous ai dit, le malade, il vous décrit comment il dit السطر يخرج لي على ظهري. C'est ce qu'on appelle une douleur transfixion. C'est parmi les douleurs les plus intenses. Elle n'est pas aussi intense qu'une douleur de péritonite, mais c'est une douleur de grande intensité. Le malade vous décrit, c'est des crampes de grande intensité et parfois de type de broiement. Et cette douleur s'installe de façon rapide. Donc, lorsque la douleur apparaît, en quelques minutes, quelques heures, elle atteint son maximum, son intensité maximale. Puis, il y a une phase de plateau. Donc, elle garde cette intensité jusqu'à la fin de la crise. Parce que c'est une douleur qui évolue par crise. Hein? Donc, c'est une douleur. J'ai pas entendu. Organe plein. Donc, c'est une douleur qui augmente rapidement quelques minutes, quelques heures. Mais lorsqu'elle atteint son maximum, elle garde le maximum d'intensité jusqu'à sa disparition. En quelques jours ou quelques... Donc, si vous voulez, elle décide une phase de plateau. On parle de douleur continue en plateau. C'est pas comme la douleur chronique qui évolue de façon cyclique. C'est-à-dire la douleur, quand elle atteint son maximum, elle garde ce maximum jusqu'à la fin. Et ça peut durer de plusieurs heures jusqu'à plusieurs jours. Quels sont les facteurs qui déclenchent la douleur d'origine pancréatique? C'est l'ingestion des aliments. Le malade, quand il mange, ça aggrave ou ça déclenche là. C'est pour cette raison, ces malades, les malades qui présentent des pancréatites aiguës, ou qui présentent une poussée aiguë du pancréatite chronique, lorsqu'ils sont en crise, ils ne mangent pas. Ils s'arrêtent des sommos, parce que dès qu'ils mangent, la douleur s'aggrave. Parce que dès qu'ils mangent, la douleur se déclenche et le fait souffrir.
mais surtout lorsqu'il mange des repas abondants. Surtout ces repas sont riches en graisse. Parce que déjà, le pancréas, quand je dis pancréatite, ça veut dire quoi? C'est une inflammation du pancréas. Un organe qui est enflammé, lorsque vous le stimulez par l'aliment, parce que si vous mangez, vous allez stimuler la sécrétion des enzymes pancréatiques. Un organe qui est déjà enflammé, et si vous mangez, vous allez le stimuler. Vous allez encore aggraver la douleur. Et la pancréatite aiguë, c'est une pathologie qui n'est pas fréquente en Algérie. Elle est surtout fréquente dans les pays occidentaux. À cause de quoi? À cause de la consommation d'alcool. En Algérie, la pancréatite aiguë et chronique, surtout la pancréatite chronique, hein. Mais les deux, parce que l'une des principales causes de la pancréatite aiguë, c'est la consommation de l'alcool. En Algérie, la cause, c'est surtout, c'est quoi? C'est les calculs vésiculaires. Les petits calculs de la vésicule qui migrent dans le cholédoque, ils vont obstruer le canal comment on l'appelle le canal principal du pancréas? Le Wirsung. En Algérie, la principale cause des pancréatites aiguës, ce sont les microlithiases vésiculaires. C'est pas les grosses, les petites, parce que c'est elles qui passent dans le cholédoque, puis l'ampoule de Vater, puis passent dans le Wirsung. Maintenant, qu'est-ce qui calme la douleur des pancréatites? C'est la prise de l'aspirine. Ce qu'on appelle les antalgiques. L'aspirine, mais également les morphines, ça dépend de l'intensité si la douleur elle est d'intensité modérée, elle peut être calmée par la prise de l'aspirine. Maintenant, si c'est une douleur de grande intensité, il faut utiliser la morphine pour calmer la douleur. Il y a également une attitude qu'utilisent les malades pour atténuer la douleur. C'est ce qu'on appelle contéflexion avec compression et efficace par le temps. Le malade contraire, les signes cliniques associés, les patients qui ont une pancréatite aiguë et qui ont une douleur épigastrique, lorsque la douleur est à son maximum, elle s'accompagne de vomissements. Et chez certains patients, on peut même trouver un ictère. Maintenant, comment on fait le diagnostic d'une pancréatite? La pancréatite aiguë ou chronique, elle se fait par deux types d'examens. L'un biologique, l'autre radiologique. Le biologique, c'est quoi? C'est le dosage des enzymes pancréatiques. Quelles sont les enzymes qu'on dose en routine? La lipase. L'amylase, elle n'est pas spécifique. C'est surtout la lipase qui est spécifique du pancréas. Par contre, l'amylase, quand elle est élevée, ça peut se voir au cours des péritonites, au cours de l'appendicite, au cours de l'occlusion, au cours de beaucoup de pathologies. Par contre, la lipase, quand elle est élevée, elle témoigne d'une souffrance du pancréas. Par contre, l'amylase, elle peut témoigner de souffrance de plusieurs organes abdominaux. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur la lipase. L'autre moyen, c'est quoi? Le scanner. C'est le scanner qui vous dit que le pancréas est le siège d'une inflammation. Donc, il y a le scanner et le dosage des enzymes musculaires, pancréatiques. On termine presque.
pas entendu. كيفاش؟ بقاش بقاو deux étiologies وخلص. Rapidement. Les douleurs biliaires. La douleur biliaire, l'expression clinique, c'est quoi? On a parlé tout à l'heure. La principale expression clinique d'une douleur biliaire, c'est la colique hépatique. Et la colique hépatique, si vous voulez, c'est l'expression clinique d'une pathologie très courante qu'on appelle la lithiase des voies biliaires, principalement la vésicule biliaire, mais également le cholédome. Les douleurs d'origine biliaire ou hépatique, le siège de la douleur, c'est l'hypochondre droit. L'irradiation, comment elle se fait? On a parlé tout à l'heure. Hein? Le type, comment on décrit l'irradiation du colique hépatique, douleur du colique? En bretelle. Elle siège au niveau de l'hypochondre droit et elle a une irradiation en bretelle. Également, c'est une douleur de grande intensité à type de broiement ou de torsion ou de crampe. Elle est tellement intense que le malade n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à aspirer de l'air. Tellement la douleur, elle est de grande intensité. C'est une douleur qui devient rapidement, parce qu'elle c'est un organe creux, elle est paroxystique. Et ça dure plusieurs heures. Ce type de douleur survient surtout le soir. Les patients qui ont une lithiase vésiculaire, ils font les crises de colique hépatique le plus souvent le soir, c'est-à-dire la nuit. Les facteurs déclenchants, c'est surtout lorsqu'ils mangent un repas gras, des bzef de rôle. Les facteurs sédatifs, comment on calme la douleur? Parce que c'est des crises, c'est des crises. Ces crises, comment, parce que c'est des malades qu'on évacue vers les pavillons des urgences. Au niveau des urgences, pour calmer le douleur, qu'est-ce qu'on fait? On les met sous antispasmodique. Spasmon injectable, par exemple. C'est des perfusions de spasmon qui permettent de calmer ce douleur. Maintenant, quels sont les signes qui accompagnent la douleur parce que la colique hépatique, c'est un syndrome fait de douleur abdominale, mais également de nausées et vomissements, et ces vomissements sont plus souvent bilieux. Donc, il serait le malade. Et si le calcul est situé au niveau du cholédome, il y a d'autres signes qui s'ajoutent. Vous avez la fièvre et l'ictère. Ça donne ce qu'on appelle le syndrome cholédocien. Le syndrome cholédocien, c'est une douleur à type de colique hépatique, suivie quelques heures par une fièvre, on va par l'apparition d'un ictère. Le tableau se complète en 72 heures. On parle de syndrome cholédocien. Douleur, puis fièvre, puis ictère. Si vous avez cette chronologie, cette séquence, ça évoque une lithiase au niveau de la voie biliaire principale. Le diagnostic, il est fait essentiellement par l'échographie abdominale, parce qu'elle va visualiser les lithiases vésiculaires ou la lithiase de la voie biliaire principale. On termine par les douleurs intestinales. Les douleurs intestinales, c'est le cadre colique. Les douleurs intestinales, quand elle irradie vers les lombaires, les régions lombaires. C'est une douleur paroxystique. Pourquoi elle est paroxystique? Parce qu'elle atteint un organe creux. Elle s'installe de façon brutale. L'intensité, elle est variable, parfois modérée, parfois de grande intensité. Elle dure de quelques minutes à quelques heures. Ce qui calme la douleur, c'est les antispasmodiques. Parce que c'est une douleur qui est, la concerne, c'est des spasmes coliques. Et parfois l'émission de gaz et de matière fécale.
signe associé, vous avez le gargouillement intestinal, gargouillement intestinal, le ballonnement abdominal, la diarrhée et la constipation. Passe à la dernière plaque. Les deux types de coliques qui se voient au cours de deux pathologies principales. La première pathologie, c'est l'occlusion intestinale aiguë. L'occlusion intestinale aiguë, c'est une urgence chirurgicale. Quand il s'agit d'une occlusion intestinale, la douleur, elle est très intense et s'accompagne parfois de vomissements fécaloïdes, c'est-à-dire malade qui vomit des matières fécales. Elle s'accompagne également d'un ballonnement abdominal, de gargouillement intestinal. C'est une urgence chirurgicale. Le diagnostic, il est posé par quoi? La radiographie de l'abdomen sans. Qu'est-ce qu'elle montre? Qui peut me dire qu'est-ce qu'elle montre en cas d'occlusion? Des niveaux hydro-aériques. Je vais vous montrer l'image. Voilà ce qu'on appelle des niveaux hydro-aériques. Si vous suspectez une occlusion, demandez une radiographie de l'abdomen sans préparation. Et si vous avez ces images on les appelle niveaux hydro-aériques, et ça témoigne d'une occlusion intestinale. Il y a l'occlusion intestinale, il y a ce qu'on appelle le syndrome subocclusif. Le syndrome subocclusif, on l'appelle également syndrome de Cuny. Il témoigne d'une sténose, ce n'est pas une occlusion, c'est une sténose du greffe. La douleur, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est une douleur de type de colique, c'est-à-dire c'est une douleur paroxystique, cyclique, etc. Elle dure donc de 30 minutes à 2 heures. Le siège est para-ombilical ou hypogastrique et elle est postprandiale tardive. Ça ressemble à une occlusion. L'occlusion, c'est une urgence chirurgicale. Par contre, le syndrome subocclusif, c'est pas une urgence, donc on n'est pas obligé d'opérer le malade dans l'urgence. Par contre, l'occlusion, c'est une urgence chirurgicale. Elle s'accompagne de gargouillements, de nausées et de vomissements et de ballonnements abdominal. Elle se termine parce qu'à la différence de l'occlusion. L'occlusion, si on n'opère pas le malade, il décède. Par contre, le syndrome subocclusif, il disparaît de lui-même. La crise se termine brusquement par l'émission de gaz et de matière fécale. Parce qu'il y a une sténose, il y a une pression du bol fécal sur la sténose. À un moment donné, le bol fécal exerce une pression importante qui traverse la sténose. Donc le malade a une diarrhée, une émission de gaz, il est soulagé. Lorsque vous faites une radiographie, vous allez trouver des niveaux hydro-aériques. La différence, c'est que dans la première, il faut opérer, il n'y a pas d'autre moyen pour opérer une urgence. Dans la deuxième, la résolution, la crise disparaît d'elle-même, mais attention, les syndromes